Imaginez, vous naviguez sur une eau paisible et d'un coup, un navire tombe du ciel. La surprise, la peur et l'adrénaline surgissent car normalement, c'est impossible. Dans One Piece, c'était aussi impossible et ça rend le moment spécial. Ce n'est pas spécial uniquement car un événement impossible a été rendu possible. Non, c'est spécial car les îles célestes, ça n'existait pas. C'est spécial car les log posts ont une forme ronde, une forme anodine qui en réalité devient une forme primordiale pour pouvoir pointer les îles célestes. Mais surtout, c'est spécial car on comprend que ce qu'on s'apprête à découvrir n'a rien à voir avec ce qu'on a pu vivre par le passé. On comprend que l'univers de One Piece s'étend au-delà de ce qu'on connaît. On parle ici de paramètres inconnus. Vous voyez ça? C'est une projection provenant de l'île Céleste. Elle survient peu de temps après la chute du navire, mais à la première lecture, vous ne le savez pas. L'équipage non plus, vous en savez donc autant qu'eux, et c'est ça la force de cet arc. Vous devenez un membre à part entière de l'équipage et vous vous apprêtez à vivre une aventure extraordinaire. Maintenant qu'on est sur la piste d'une île céleste, comment on y va? Il existe une ville à l'ouest de l'île de Jaya, ignorée du gouvernement, où se rassemblent des hors-la-loi désabusés. Une ville où l'on se bat, où l'on chante et où l'on rit. Mocktown. C'est la description de la ville où le destin a mené l'équipage. Le destin. On pourrait tout résumer à la destinée, mais regardez cette planche. Lorsque Nami émet la possibilité d'aller sur l'île céleste, tous rigolent. Face à l'impossible, Luffy a fait le choix d'y croire, là où toutes les personnes présentes dans ce bar préfèrent se moquer. Pourtant, le destin les a tous menés ici, dans ce bar, avec les mêmes informations sur l'île céleste. Cela pose une question très intéressante. Est-ce que c'est le destin qui influe nos choix, ou est-ce que ce sont nos choix qui modèlent la destinée? Dans ce bar, nous faisons la connaissance de deux hommes, deux pirates. Bellamy, un pirate impitoyable qui ne croit pas aux rêves, qui estime que ce sont des illusions, et Marshall D. Teach, un pirate tout aussi impitoyable mais qui, au contraire, croit aux rêves. Lorsque l'un rentre dans le bar, l'autre en sort. Ils sont directement mis en opposition. C'est un détail anodin, mais en sortant, tu t'ouvres au monde, là où en rentrant, tu t'enfermes quelque part. Lorsque Bellamy crache sur les rêves, il parle non seulement de l'île céleste, mais aussi du One Piece. Il estime que cette quête est illusoire et positionne au même niveau la possibilité d'accéder à ce trésor avec celle d'aller sur une île céleste. C'est la toute première fois depuis l'objectif de devenir le roi des pirates que Luffy désire quelque chose considéré comme impossible par la majorité, considéré comme fou. C'est fort de sens car cette quête, il va aller au bout. C'est le poids de ses rêves et de son aventure qui font qu'il a quitté son île natale et qu'il est sur Jaya aujourd'hui, aux côtés de Barbe Noire. Pourquoi? Car jamais les hommes ne renonceront à leurs rêves. Barbe Noire le dit et il l'a tellement compris qu'il ne va pas juste souhaiter bonne chance à Luffy, il va essayer de l'attraper avant qu'il n'y arrive, car il n'a pas envie de le poursuivre là-bas. Il n'y a aucun doute dans son esprit et dans ses mots, Barbe Noire savait que Luffy réussirait à accéder à l'île céleste. Le plus fou c'est que tout ça, ce n'est même pas encore l'arc de Skypiea, c'est l'introduction. La construction de l'arc qui arrive, l'intersection entre les rêves et la destinée, là où les choix deviennent primordiaux et où l'impossible est rendu possible. Il manque une pièce maîtresse à cette introduction, lui. Lui, c'est le descendant d'un menteur qui dit avoir trouvé une cité d'or sur l'île de Jaya. On ne parle pas de n'importe quel menteur, on parle de Mont-Blanc Norland. Une histoire vraie si incroyable qu'elle est devenue un conte pour enfants. Il y a 400 ans, un explorateur du nom de Norland parcourt les mers pour découvrir le monde. Un jour, il rentre sur son île natale précisant qu'il a trouvé une montagne d'or. Le roi voulait voir ça et ils partirent en direction de l'île en question. Mais une fois arrivé sur place, rien. C'était un mensonge et il fut enfermé pour celui-ci. Plus personne ne crut en ses paroles et il ne s'arrêta pas de mentir jusqu'à son exécution. Mont-Blanc Cricket, la pièce maîtresse en question, n'a pas l'ambition de marcher dans les pas de son ancêtre ou de laver son nom. Le mal est fait. Il désire simplement découvrir la vérité quant à Norland pour lui-même. Était-il vraiment un menteur? Est-ce que ce conte pour enfants est réellement une histoire vraie? Cricket possède le livre de bord de Norland qui précise qu'il existe une mer céleste et qu'il aimerait un jour pouvoir y aller. Dû à cette information, Mont-Blanc Cricket a étudié Jaya et surtout les fonds marins entourant l'île dans l'espoir de trouver des pistes. Dans les profondeurs de l'eau, il a trouvé une cloche miniature en or. Une telle quantité est synonyme de ruine. Vous vous rappelez du conte de Norland? Une montagne d'or, mais ce n'est pas le plus troublant. Dans son livre de bord, il explique qu'une cité d'or est présente sur Jaya et qu'au sein de celle-ci se trouve une gigantesque cloche. Dans le ciel cette fois, Cricket a observé des impérionimbus, des nuages qui bloquent la lumière du soleil et qui ne provoquent ni pluie ni courant atmosphérique. Impossible selon Nami, mais Cricket est formel. Ce sont potentiellement les nuages abritant l'île céleste, mais ce n'est pas tout. Il connaît un phénomène marin appelé Knock Upstream. C'est une énorme quantité d'eau propulsée dans les airs grâce à un courant généré par une explosion sous-marine. Une calamité des environs qui pousse les pirates et autres navigateurs à l'esquiver tant sa dangerosité est énorme. Cependant, c'est le seul moyen d'avoir accès au ciel. Voilà comment on y va. Malgré toutes ces coïncidences et événements particuliers, rien n'est sûr. Et si le log pose était défectueux comme l'ont précisé ceux qui ont ri dans le bar? Et si Norland était vraiment un menteur? Que la cloche miniature en or a été simplement ramenée et perdue par des pirates? Et si l'existence d'une île céleste n'était au final que mythe et théorie? Après tout, personne n'a encore pu le prouver en 400 ans.
La nature fait que certains sont attirés par l'inconnu, alors que d'autres préfèrent le fuir. Mais la vraie question, comment être digne d'être le roi des pirates si l'évocation d'une île céleste te fait fuir? Évidemment qu'on va y aller. La mer céleste a été atteinte et très vite on découvre un schéma surprenant. Une île céleste aux côtés d'une île terrestre, plusieurs races et un dieu. Sur Skypiea, le titre de dieu n'est qu'un titre hiérarchique qui détermine le roi de l'île. Il n'est pas censé écraser ses semblables. Pourtant, le dieu actuel s'appelle Ener et règne en maître absolu. Il nous est présenté comme le tout-puissant et va jusqu'à sévir par la foudre, comme dans les mythes. Vous voyez le problème? Très vite on comprend que quelque chose cloche. Ener se prend pour une divinité et grâce au fruit du démon de la foudre, il agit en tant que tel sur une terre où ce titre devrait être limité. Le dieu avant lui, c'est Ganfor, un personnage qui avait compris les limites de ce titre et qui agissait dans le bien des races présentes sur l'île. Lorsque l'équipage arrive sur la mer céleste, Ganfor se présente et offre un sifflet à l'équipage pour les aider en cas de besoin, là où Ener entend tout et fait rugir la foudre à la moindre occasion. L'un s'impose par la force, là où l'autre s'impose par la bienveillance. Doit-on avoir peur de Dieu ou peut-on compter sur lui? Ganfor est un Skypéen, le peuple qui vit sur Skypiea, plus précisément sur Angel Island, une île composée uniquement de nuages. Ils sont caractérisés par leurs petites ailes et prônent la bienveillance. Ener, quant à lui, est originaire de Bilka, une autre île céleste qui n'existe plus. Ener l'a détruit après avoir mangé son fruit du démon sans aucune pitié. Il voulait devenir un dieu et a commencé par l'éradication de son île natale. Eux aussi possèdent des ailes, mais elles sont bien plus grandes que celles des Skypéens. Les Bilkans et les Skypéens possèdent un point commun. Les deux races vivaient sur la Lune avant de devoir la quitter dû au manque de ressources, mais ce n'étaient pas les seuls. Il existe une autre race présente sur Skypiea et qui partage le même point commun, les Chandia. Comme les Skypéens, ils possèdent des petites ailes bien fournies et sont caractérisés par leurs tatouages. Laissez-moi vous raconter l'histoire de leur peuple. Alors que les Bilkans et Skypéens se sont installés dans le ciel, les Chandoriens, aussi présents sur la Lune, sont descendus sur la mer Bleue. Ils se sont installés sur l'île de Jaya. Ils étaient connus pour être une des sociétés les plus puissantes sur Grand Line, mais leur ville de Chandora a été envahie au cours du siècle oublié, ne laissant qu'une petite tribu, les Chandia. Chandora, c'était pas seulement une ville, c'était une cité d'or. Elle était entièrement construite avec ce métal précieux et c'est pour ça qu'ils étaient si puissants à l'époque. Après la guerre du siècle oublié, il n'en reste qu'une ruine, mais cependant, le bijou de cette cité n'a pas été touché, la cloche d'or. Les Chandia la considèrent comme sacrée et ils la faisaient sonner pour guider l'âme des défunts jusqu'aux cieux. 400 ans vont s'écouler jusqu'au jour où un bout de l'île de Jaya est propulsé dans le ciel à cause d'un knock-up stream dévastateur. Ce bout d'île de Jaya, Chandora et les Chandia se retrouvent à 10 000 mètres de hauteur aux côtés d'Angel Island. C'est aujourd'hui devenu la fameuse île terrestre sur Skypiea dont je vous parlais précédemment. Imaginez, vous vivez paisiblement lorsqu'une île inconnue débarque aux côtés de la vôtre, phénomène improbable. Vous êtes curieux et voulez la parcourir, et c'est exactement ce que les Skypéens ont voulu faire. Un seul problème, les Chandia sont méfiants et n'ont confiance en personne, à tel point que leur ancêtre et plus grand héros, Kalgara, chassait déjà sur la mer Bleue quiconque s'approchait de l'île, c'est dire. En vérité, cette méfiance n'était pas le seul problème, car à la base, les Skypéens sont bienveillants. À côté d'Angel Island se trouve un haricot géant qui abrite en hauteur le sanctuaire de Dieu, littéralement le palais du roi. Aucun problème jusqu'ici, sauf que lorsqu'elle a été propulsée dans le ciel, Chandora a été transpercée par cet haricot géant, et la cloche d'or s'est retrouvée au sommet de celui-ci, plus haut que le palais. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, dû au fait que ce soit des nuages, rien ne pousse sur Angel Island. Ce n'est pas un phénomène possible. Mais là, sur l'île terrestre, des plantes, des fruits, des arbres poussent. Aucun doute pour le dieu de l'époque, l'offrande de la cloche et la nature qui perdure sont des signes. C'est ça qui va être le déclencheur de la guerre qui fera rage entre les Chandia, voulant protéger leur terre, et les Skypéens voulant récupérer ce cadeau divin. Dans les faits, les Skypéens finissent par gagner la guerre, mais ne vont pas vraiment se débarrasser des Chandia qui n'abandonnent jamais. Encore aujourd'hui, ils se battent pour leur terre. On parle ici d'une guerre de presque 400 ans, ça dure depuis exactement 394 années. Ganfor œuvrait pour réunifier les Skypéens et les Chandia, faire en sorte que tout le monde y trouve son compte et cohabite. Le problème c'est que certes c'est la terre des Chandia, mais dans le territoire des Skypéens, ça dure depuis si longtemps qu'il n'y a plus de bonnes réponses ou de bonnes manières. Il utilisait des pincettes pour réconcilier deux peuples ennemis et allait véritablement y arriver. Mais ça, c'était sans compter l'arrivée d'Ener. C'est le mal absolu et un sommet bien trop élevé en termes de puissance, que ce soit pour les Skypéens ou pour les Chandia, l'indétrônable dieu autoproclamé de Skypiea, si indétrônable que le peuple des Skypéens s'est soumis à lui très rapidement, si indétrônable qu'il a mis fin à une guerre qui durait depuis des siècles. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte du sommet de cet arc, mais il fallait un antagoniste à la hauteur, un personnage si puissant et charismatique qu'il mettrait tout le monde d'accord. Ener n'est pas seulement un monstre de puissance hautain, il est conscient de ce qui l'entoure et observe chaque élément avec une attention particulière.
Par exemple, il connaît les propriétés de l'or et étudie les ruines de Chandora au point d'apprendre les détails de la guerre précédant son arrivée. Il sait ce qu'il fait, et bien qu'il puisse s'imposer par la puissance, il prend plaisir à manipuler. Par exemple, il prend Robin à son propre piège. Il aurait pu l'annihiler de sa foudre, purement et simplement. Cependant, il réalise son intellect et par ego a voulu imposer son intelligence face à la sienne. Cet ego mène à une confiance ultime, presque divine. Il n'a peur de rien et se sent omniscient dans tous les aspects, au point où pour lui, les humains ne méritent pas les cieux. Il veut les annihiler et s'envoler pour la lune, garder le ciel pour lui et s'installer sur le seul endroit qu'il juge digne. Voilà qui est Ener et ce à quoi il aspire. Le plus fou, c'est qu'il va réussir. Ener va s'envoler pour la lune. Mais il existe un paramètre imprévisible des cieux, la Terre. Comme la surprise des Skypéens face à une Terre où la vie pousse, Ener découvre le caoutchouc, un élément qui gagne contre la foudre jusqu'ici omnisciente. Ça paraît anodin, il faut juste s'adapter et dans les faits c'est exactement ce qu'Ener va faire. Il va petit à petit afficher tous ses atouts. Le mantra qui lui permet de prédire les mouvements de son adversaire, une résistance à l'épreuve des coups, une ingéniosité supérieure avec laquelle il va utiliser l'environnement et les éléments l'entourant, pour finir par une gigantesque sphère de foudre et de courant électrique. Cette sphère peut détruire une île de très grande taille et va sans aucun doute annihiler Skyper. Sauf que là où le caoutchouc surpasse la foudre naturellement, Luffy va quant à lui surpasser chacun des atouts d'Ener avec ses propres compétences. Et c'est là que l'anodin n'est plus. Luffy surpasse chacun des aspects qu'Ener pensait divins. Il le ramène sur Terre par la force et crée un traumatisme si élevé qu'Ener va abandonner son état de dieu. À la base, son but était d'annihiler ce qu'il reste du ciel pour s'installer sur la lune en tant que dieu des cieux. Mais ici, il perd. Malgré l'ascension, il chute. Il chute, mais son départ vers la Lune est incroyable. Incroyable car la Lune, malgré tout ce qui est devenu possible dans cet arc, c'était pas envisageable. Pourtant, il y va et ça ouvre une porte complètement fermée qui débloque des possibilités infinies en termes de développement. Aujourd'hui encore, la Lune est au cœur des théories. Et Ener, le fait que sa chute n'ait été qu'une défaite et pas une fin en soi fait qu'il reste encore aujourd'hui un des personnages les plus attendus de l'œuvre. Tout le monde attend son retour parce qu'Ener a réussi son pari. Il est à la hauteur de l'arc qu'est Skypiea, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. Lorsque Luffy porte le coup final à Ener, il sonne la cloche d'or. Elle, qui n'avait plus sonné depuis 400 ans, retentit au travers du ciel et atteint la mer bleue. C'est la preuve irréfutable que la cité d'or existe. C'est au gré de cette cloche que Cricket apprend la vérité sur son ancêtre Norlan. Il n'était pas un menteur. Et c'est aussi au gré de cette cloche que l'histoire de Norlan commence. Il y a 4 siècles, lors d'une de ses explorations, Norlan et son équipage sont pris dans une violente tempête. Lors de celle-ci, Norlan entend une cloche sonner au loin et décide d'en suivre le son pour survivre. Il s'en sort et pose le pied sur Jaya. Ici, il va découvrir une tribu, les Chandia. Il ne va pas les découvrir de la plus belle des façons puisqu'ils sont atteints de la fièvre de l'arbre, une maladie fatale transmise par certains arbres. Pour s'en défaire, les Chandia procèdent à un sacrifice. C'est le seul moyen pour eux d'avoir une chance de survivre à cette malédiction. Ils offrent une femme à leur dieu, un serpent géant. Norlan va voir cette scène et va empêcher le sacrifice d'avoir lieu en tuant le serpent. Vous vous rappelez quand je vous parlais de Kalgara, le héros des Chandia très protecteur des siens ? Eh bien il est présent. Imaginez sa réaction quand il voit débarquer un homme de nulle part, non seulement annuler le sacrifice permettant de sauver sa tribu, mais qui en plus le fait en tuant ce qu'il considère comme son dieu. Il va se battre contre lui dans l'optique de le tuer. Cependant, Norlan clame qu'il peut sauver les Chandia de cette malédiction. Kalgara ne le croit pas, mais le chef de la tribu lui donne 24 heures pour montrer ce dont il est capable. Norlan va trouver la clé du remède, mais c'est là qu'un tremblement de terre a lieu et qu'il tombe dans un précipice. Il est bloqué. Kalgara est présent, dû au tremblement qu'il juge être la colère des cieux, et il déclare que c'est sa punition. S'ensuit un échange puissant où Norlan met en doute les sacrifices des Chandia, et où Kalgara explique l'importance de ceux-ci. Pendant la discussion, un serpent géant apparaît. Aucun doute, c'est le fils de celui que Norlan a tué, venu pour se venger. Il s'élance vers Norlan. Ça, ce sont les mots de Kalgara. En agissant ainsi, Kalgara brise tout ce dont il croit et choisit de faire confiance à un humain sorti de nulle part. Jusqu'ici, il n'était que spectateur des agissements de Norlan, mais maintenant, il a misé sur lui. Il a misé sur lui malgré le fait que s'il réussisse, ça remet en doute les savoirs ancestraux de sa tribu. Grâce à Norlan, Kalgara comprend que la santé des siens est plus importante que n'importe quelle croyance et c'est pour ça qu'il vient de tuer son dieu, un serpent géant. Norlan aussi a tué un serpent géant et il l'avait fait pour sauver une femme d'un sacrifice inutile et cette femme, c'était la fille de Kalgara. Vous voyez à quel point Norlan a bousculé Kalgara, lui qui avait accepté que sa fille soit sacrifiée? Norlan crée et applique le remède pour sauver la totalité de la tribu des Chandia. Ça fonctionne et Kalgara pour le remercier va lui présenter Chandora, la cité d'or ancestrale des siens. Sur le chemin, un petit serpent se présente à eux. C'est le petit-fils du serpent géant tué par Norlan.
Ce petit serpent devient leur ami et va les suivre partout. Il s'appelle Nola. Norlan découvre la Cité d'Or et la fameuse cloche ayant modelé son destin jusqu'ici. Elle sonne et continue de sonner chaque jour pour fêter les premiers invités des Chandiens en 400 ans. Quand je vous disais que les Chandiens n'étaient pas très accueillants avec les étrangers, cette lune de miel ne va pas durer longtemps, car Norlan et ses hommes vont couper les arbres à l'origine de la maladie. Pas de chance, ces arbres sont sacrés pour les Chandias. Kalgara condamne l'acte et ordonne à Norlan de partir. Le problème, c'est que ça a été fait dans l'impulsion, et que les Chandias ne savent même pas qu'ils ont coupé les arbres pour éviter que la fièvre ne revienne. Ça crée un vide dans le cœur de Kalgara, qui ne comprend pas, et dans le cœur de Norlan, qui lui aussi ne comprend pas. La cloche ne sonne plus. C'est le moment du départ. Le navire de Norlan quitte Jaya lorsqu'il entend la cloche. Au loin, Kalgara apparaît et demande à son ami de revenir. Il sonnera la cloche d'or tous les jours pour qu'il puisse retrouver le chemin. C'est la dernière fois qu'ils se voient. Comme le raconte le conte pour enfants, Norlan retourne sur son île natale et invite le roi et bien plus de monde à découvrir la Cité d'Or avec lui. Cependant, sur le chemin, beaucoup meurent dû au voyage tumultueux et arrivé sur l'île, Chandora a disparu. Aucun doute pour le roi. Norlan a menti et la suite vous la connaissez. Il sera tué sur un échafaud. Vous savez pourquoi beaucoup sont morts durant le trajet jusqu'à Jaya? Parce que la cloche ne sonnait plus. La première fois, c'est celle-ci qui a permis de sauver son équipage, mais ici, aucun son à l'horizon. C'est ici que s'achève l'histoire de Norlan, là où Kalgara s'éteindra face aux Skypéens dans la guerre pour leur terre. La cloche ne va plus jamais sonner. Une histoire tragique mais qui encore aujourd'hui fait écho dans l'histoire. Déjà parce que Nola ça veut dire petite cloche en latin et qu'il a grandi en un serpent géant qui aujourd'hui protège ce qu'il reste de Chandora, lien direct au passé. Il va même aider les alliés à combattre Ener. Mais aussi parce que sous cette cloche d'or se trouve un poneglyphe. Un poneglyphe c'est pas anodin dans One Piece, ça raconte des choses. Vous savez quel royaume possède des poneglyphes? Tous les anciens alliés de l'ancien royaume. C'est pour ça qu'aujourd'hui il ne reste qu'une petite tribu appelée Chandia et que la Cité d'Or n'est que ruine. Elle a été attaquée au siècle oublié par l'Alliance des Vents Royaumes qui aujourd'hui s'appelle Gouvernement Mondial. La cloche d'or n'est donc pas centrale qu'à cet arc, mais bien à l'entièreté de l'œuvre qu'est One Piece. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui à côté de ce poneglyphe se trouve un message de Goldie Roger. Ce message est fort de sens. Déjà, ça veut dire que Roger est passé par là. Le roi des pirates est venu sur Skypiea. Ça signifie non seulement que Luffy est sur le bon chemin, mais qu'en plus, Roger a véritablement guidé ce texte jusqu'au bout du monde. Il a atteint Loftail, l'ultime île de Grand Line. Luffy a lui aussi cet objectif, et surtout, il a dit qu'il irait sur l'île Céleste, et il s'y trouve. Chaque aspect de Skypiea s'interconnecte avec tout ce qu'on a pu observer par le passé, et fait même écho à un potentiel futur. Vous voulez savoir le plus improbable? Roger et Norlan sont connectés. Roger a cherché le trésor du One Piece car il était malade. Norlan, quant à lui, a pu découvrir la Cité d'Or car il a soigné une maladie. Lorsque Roger a été exécuté, il a souri, Norlan a pleuré. Quand Roger a précisé que le One Piece existait, tout le monde l'a cru. Mais quand Norlan a précisé que la Cité d'Or existait, personne ne l'a cru. Roger est la légende qui a réussi à aller au bout de Grand Line. Norlan est un menteur. La seule erreur de Norlan, c'est d'avoir voulu montrer Chandora aux siens. Montrer un chemin erroné puisque modifié par l'univers. Le plus fou, c'est que malgré tout, que ce soit Roger ou Norlan, les deux ont marqué l'histoire. Lorsque Luffy sonne la cloche, il apparaît dans le ciel de la mer Bleue. Le son de la cloche parle au cœur de Mont Blanc Cricket, mais pour les autres, ceux qui ont ri face à l'évocation de cette île céleste, ça peut ne rien vouloir dire de spécial. La plupart ne connaissent même pas l'existence de cette cloche. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils connaissent l'esquisse de Luffy, et surtout son chapeau de paille. Avec Luffy, nous avons plongé dans l'inconnu, et il a levé le voile. Au début de l'arc, nous observions une esquisse dans le ciel. À la fin de l'arc, Bellamy observe celle de Luffy, là où certains plongent dans l'inconnu, d'autres préfèrent suivre le chemin.